Le Brésil, cette puissance émergente étoile vers laquelle tous les regards étaient tournés depuis le début des années 2000, eh bien, s'enfonce dans la crise semaine après semaine. Derrière cette crise politique se trouve la plus vaste enquête anticorruption de l'histoire du pays. L'opération Lava Jato, Lave Auto, en marche depuis 2009, a déterré en 2014 un vaste régime de corruption impliquant la pétrolière nationale Petrobras, de grandes compagnies de construction et de nombreux politiciens. Et là, les enquêteurs remontent dans l'échelle du pouvoir, ce qui inquiète de plus en plus le gouvernement de Dilma Rousseff. Et pour cause, puisque leur dernier suspect, qui a été interrogé tout récemment par les enquêteurs, c'est ni plus ni moins que l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, très proche de Dilma Rousseff. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que signifie cette crise politique? J'en parle aujourd'hui avec Françoise Montembeault, qui est professeure de sciences politiques et membre du Cirium. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Comment un parti, d'abord, un gouvernement du Parti des travailleurs, du PT, qui est au pouvoir depuis 2003, si populaire pendant si longtemps, a pu dégringoler aussi bas, parce que le taux de popularité, il faut le dire, de Dilma Rousseff est en dessous de 10 % depuis maintenant plusieurs semaines, voire des mois. Comment on a pu en arriver là? Écoutez, c'est une combinaison d'un ensemble de facteurs, évidemment. D'abord, il faut prendre en considération le fait que Dilma est arrivée au pouvoir, elle a repris le pouvoir à la dernière élection en 2014 avec une majorité soit acquise au second tour, mais dans un contexte d'extrême division politique, avec sur fond de crise économique et déjà de crise politique, de crise donc au sein des institutions politiques et de remontée des partis conservateurs au Brésil. Donc, c'est un peu la combinaison de l'ensemble de ces facteurs-là qui vont un peu être la toile de fond de cette crise qu'on vit actuellement. Donc, elle n'a pas entièrement hérité des, des belles années Lula qui surfait sur une popularité incroyable et qui faisait l'unanimité pratiquement là, dans le pays. Il faut comprendre que le PT, depuis sa fondation, c'est beaucoup Lula. Le PT a été fondé donc dans les années 80, dans les années faisant suite au cœur de la dictature militaire, puis ensuite dans les années qui ont fait suite à la transition vers la démocratie, a pris le pouvoir pour la première fois en 2003, mais bon, avait déjà acquis quelques victoires au niveau municipal et dans les années 80-90. Or, en 2003, quand Lula arrive, il est vraiment la tête d'affiche du Parti des travailleurs, un parti qui a quand même une forme d'institutionnalisation dans le pays, qui est assez bien organisée, mais qui était beaucoup organisée autour de cette personne qui était, on appelle ce phénomène le lulismo, donc cette combinaison entre à la fois un agenda de redistribution, donc un agenda pro-pauvre, dans un contexte pro-libéralisme, c'est-à-dire où on n'est pas dans des politiques non plus qui sont contraires donc à un agenda d'investissement d'économie de marché, etc. Donc, on avait cette combinaison qui faisait en sorte que, à travers la personne de Lula, incarnait donc finalement cette combinaison qui était rendue possible. Maintenant, Lula, il a aussi bénéficié, évidemment, de ce qu'on appelle le boom des ressources naturelles dans les années 2000, qui a généré énormément de ressources économiques pour la gouvernance. Et donc, évidemment, ça a permis à Lula de mettre de l'avant ces beaux programmes de redistribution qu'il avait sur son agenda. Exactement, Bolsa Famille. Donc, de plaire à l'essentiel de la population. Exactement. Et donc, évidemment, Dilma, elle reprend le pouvoir quand elle arrive en 2012. On est dans un autre, en 2010, pardon, on est dans un autre cas de figure. On est dans un cas de figure où, bon, déjà, on sent un ralentissement économique certain et après, on va avoir donc la crise économique mondiale qui va avoir des répercussions sur le prix des matières premières et qui va donc amener une chute importante de l'économie brésilienne. Mais là arrive toute la question politique et la question de la corruption qui manifestement gangrène une bonne partie de la classe politique. On n'a pas vu ça passer pendant des années, et là, soudainement, boum, ça sort sur le PT et probablement d'autres partis autour. Pourquoi soudainement ça sort au grand jour comme ça? Là? C'est-à-dire qu'on peut voir ça comme un signe d'une certaine forme de santé démocratique au Brésil. C'est la première fois que, bon, en 2006, déjà, il y a eu l'opération Mensalão qui a mis au jour un système de corruption qui était en fait des allocations mensuelles qui étaient données à certains députés pour assurer la stabilité de la coalition présidentielle, qui est toujours un peu compliqué dans un contexte très fragmenté comme le contexte du système de partis brésilien.
Mais bon, donc, à partir de 2009, il y a l'opération Lava Jato qui est mise en branle et ça permet finalement de mettre au jour un système de corruption immense qui va toucher l'ensemble des partis. Donc, c'est pas que le parti au pouvoir. Non, ce n'est pas que le parti au pouvoir qui est touché. Le PMDB qui est qui était jusqu'à la semaine dernière le parti qui formait aussi la coalition au gouvernement, est aussi affecté. Et donc, il y a aussi des chefs d'autres partis qui sont visés par cette enquête. Par ailleurs, comme je disais, c'est un signe de vitalité démocratique dans la mesure où ça montrait qu'il y avait une forme d'indépendance du judiciaire qui s'est construite vis-à-vis du pouvoir exécutif, qui était en mesure donc de rendre ce pouvoir exécutif imputable de ses actions. Mm-hmm. Et là, aujourd'hui, on voit les Brésiliens ne sont pas indifférents, manifestent énormément. On voit des manifestations monstres à travers le pays. Est-ce que ce sont justement les plus pauvres qui ont bénéficié des programmes du loulisme et qui ont repris Dilma Rousseff par la suite? Est-ce que c'est la classe moyenne émergente ou est-ce que c'est strictement partisan? Parce qu'il y en a des deux côtés aussi, des manifestations. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces manifestations-là? D'abord, il faut savoir qu'il y a... disons, il y a deux grands groupes, si on veut. Mm-hmm. Il y a le groupe des manifestants qu'on appellerait ceux qui sont pour la destitution de Dilma et qui s'organisent donc principalement autour des groupes que l'on dirait de la classe moyenne et plus aisée. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette image dans les médias où il y avait deux personnes assez aisées avec leur nanny qui se promenaient dans la manifestation. Donc, c'est un symbole assez fort du type de gens qui se mobilisent en ce moment contre le gouvernement du Parti des travailleurs. Et il y a de l'autre côté, bon, évidemment, des manifestations qui sont organisées plutôt par des mouvances de gauche. Le PT, oui, bien sûr, mais pas seulement, parce qu'il faut savoir que le PT s'est quand même dissocié relativement de sa base militante de ses débuts, donc des mouvements sociaux, mais qui commence à se réactiver, qui commence à s'animer. Se remobiliser. Autour d'un enjeu qui n'est pas nécessairement seulement celle de la survie du PT, mais plutôt plus largement le cadrage médiatique autour de la mobilisation à gauche, c'est plutôt la survie de la démocratie. Donc, non vai ter golpes, ça veut dire qu'il n'y aura pas de coup. On a cadré le débat autour de la question d'un coup d'État et donc d'une menace aux institutions démocratiques. Oui, c'est intéressant ça, parce qu'il faut remettre ça en contexte. Le Brésil, c'est pas une démocratie depuis des siècles ou même plusieurs décennies. C'est relativement récent, la démocratie au Brésil. Donc, on a encore ce sentiment-là que c'est vulnérable, que c'est fragile, que ça peut rebasculer. C'est-à-dire que oui, effectivement, le discours qui est présentement au centre du débat politique, là, c'est vraiment est-ce que nos institutions démocratiques vont survivre à cette crise politique, sont solides. Et en fait, c'est toute l'organisation politique de la gouvernance par le présidentialisme de coalition qui est en jeu dans cette question, dans cette crise actuelle. Donc, il y a tout une historique, une mémoire aussi derrière ça. Il nous reste à peu près une minute. Je sais que c'est court, mais est-ce que c'est cuit pour Rousseff? Parce que là, on remonte l'échelle du pouvoir. Il y a des allégations également contre elle. Est-ce que c'est cuit? C'est certainement difficile en ce moment pour elle. Peu importe ce qui va se passer dans les prochaines semaines, il y aura des conséquences certainement, que ce soit sur la légitimité, sur sa propre légitimité si elle reste en poste, ou enfin sur, plus largement, la légitimité de la classe politique, parce que c'est un combat entre des leaders de partis politiques en grande partie. Maintenant, est-ce qu'elle est cuite? C'est vraiment pas certain. Elle doit gagner l'appui d'au minimum 172 députés au Congrès dans les prochaines semaines. Ah oui, tout un travail politique derrière. Elle doit assurer même si elle n'est pas accusée, ultimement, et reconnue coupable de quoi que ce soit. Elle doit rebâtir la coalition pour s'assurer de ne pas perdre sa procédure de destitution. Oui, évidemment, c'est à suivre de près. Ça évolue très rapidement. On va suivre ça. Françoise Montembeault, merci beaucoup. Merci.